À la table ronde. Merci Vincent. Alors effectivement, on commence la première table ronde. Je vais appeler en tribune Justine Dubourg de Touraine Women, donc, et Mathilde Krill de Iriso in l'Institut interdisciplinaire en sciences sociales. Alors j'ai fait une faute, j'ai mis institutu, ce qui est vraiment ouais, pour une table ronde sur l'égalité dans le numérique, c'est formidable. Alors sur les deux places qui sont là, si vous le souhaitez. Moi, je vais vraiment vous laisser une intervention, je crois, entre 15 et 20 minutes chacune. Et puis ensuite, on aura une interaction avec vous tous, avec le public, pour arriver à 1 heure maxi, voire même un peu moins, je crois, Mourad. Hein. On avait dit plutôt... on est bien, Mourad. Eh bien, qui commence alors? Juste, c'est toi? Allez, je te laisse te présenter et puis développer ton propos. Je vais d'abord tester le micro. Tout le monde m'entend, visiblement. Alors n'hésitez pas à me couper si je suis à peine trop longue. Hein. Je sais faire. Donc pour commencer, on m'a demandé moi de faire au départ une présentation sur numérique, qui est donc un sujet très large, avec en fait des termes assez flous. Donc avant tout, je vais revenir sur ces termes pour qu'on sache un peu de quoi on parle exactement. Donc le numérique, c'est un terme qui englobe tout ce qui est issu de l'informatique, le réseau Internet, les logiciels, la communication et les services associés à tout ça. Donc on parle de société numérisée, de formation numérisée, de hub numérique, de médiation numérique, etc. etc. Donc c'est un terme qui est déjà extrêmement large. Et puis le terme parité, c'est l'idée d'avoir autant de femmes que d'hommes dans le numérique, hein, c'est-à-dire 50-50 ou 1 sur 2. C'est vraiment une idée de quota, c'est une idée mathématique, quoi. Donc dans son article « La parité, un mot bon à tout faire », Geneviève Fraisse, qui est une grande chercheuse sur les questions du genre et de la politique, nous dit justement que la parité est devenue ce mot valise où se fourre tout ce qui a trait à l'égalité des sexes. Et donc c'est vrai que dans le discours, ce mot il est assez interchangeable avec l'idée d'égalité entre les sexes. Même si, bien, comme je viens de vous le dire, dans les faits c'est assez différent. Et donc moi, pour la présentation, je vais vraiment garder cette question plutôt d'égalité entre les sexes, ou a fortiori d'inégalité, dans tout ce qui touche au numérique. Et bon, bien sûr, je vais aborder que certains sujets, je n'aurai pas le temps de vous faire une présentation qui englobe tout. Alors, avant d'approfondir, peut-être un mot quand même sur qui je suis. Moi je fais une thèse de sociologie du travail et des professions sur les développeuses et développeurs informatiques à l'université Paris-Dauphine. Donc dans ce cadre, je me demande d'abord comment on devient développeuse ou développeur, qu'est-ce que c'est être développeuse, être développeur, au fond qu'est-ce qu'ils font derrière leurs ordinateurs, et puis du coup quels sont les différents types de développeuses et développeurs. Mais pour cette présentation, je vais beaucoup m'appuyer sur les travaux d'une chercheuse dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'elle est souvent dans les médias. Elle s'appelle Isabelle Collet. Elle a écrit une thèse qui s'appelle « L'informatique a-t-elle un sexe ?» Son dernier ouvrage s'appelle « Les oubliés du numérique ». Et vous pouvez aussi l'entendre dans un podcast qui est assez connu désormais, qui est une série de podcasts qui s'appelle « Les couilles sur la table ». Et il y a eu un épisode en fait sur l'ordinateur, et c'est elle qui intervient. Voilà, donc avant qu'on commence, je vais revenir quand même sur quelques idées reçues sur l'informatique ou le numérique. Je vais employer les deux termes. Et le genre comme un ensemble de processus sociaux et de rapports sociaux qui divisent la société en deux groupes, les hommes et les femmes, et les hiérarchies. Donc, la première idée reçue qu'on peut avoir sur l'informatique, c'est que les hommes seraient plus doués par essence, ou ils auraient naturellement plus de goût pour l'informatique, parce que ce serait technique. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y aurait plus d'hommes dans l'informatique. Donc, un élément qui permet de dire que ce n'est pas vrai, c'est l'idée que ce n'est pas vrai partout et que ce n'est pas vrai tout le temps. Donc je crois que Vincent l'a dit dans le Caout, justement, au départ il y avait quand même pas mal de femmes dans l'informatique. Alors un exemple qui est souvent cité, et notamment par Isabelle Collet dont je vous parlais, c'est l'exemple de la Malaisie. Dans Malaisie, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans les facs d'informatique. L'informatique est assez féminisée en fait, c'est considéré comme un métier plutôt féminin.
Dans les facs d'informatique, on a 65% d'étudiantes. Toutes les responsables de la fac de la fac d'informatique sont des femmes. Et puis 7 profs sur 10 sont des femmes. Donc géographiquement, il y a des endroits où l'informatique est féminin. Ou en tout cas féminisé. Et historiquement, en France, en 1983, on a environ 20% de femmes dans les formations d'informatique en école d'ingénieur. Ce qui fait qu'en fait, à l'époque, l'informatique, c'est une des spécialités les plus féminisées. Puisque à l'époque, les écoles d'ingénieurs sont ont un recrutement extrêmement masculin. Et puis, en fait, au début des années 80, ce chiffre va baisser, chuter, et en 2000, on arrive à 11%. Et ce phénomène, il n'est pas que français, hein, c'est le cas aussi en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Donc voilà, on a une chute en fait du taux de femmes dans l'informatique. Ouais, comment ? Non. Ah. D'un point de vue historique aussi, donc on a des femmes qui ont été très importantes dans l'histoire de l'informatique. Alors une des femmes qu'on cite souvent, c'est Ada Lovelace. Et plus récemment, on cite aussi beaucoup Grace Hopper. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est l'inventrice du compilateur. Je ne me trompe pas. Donc voilà, en fait, l'histoire de l'informatique, c'est aussi une histoire qui est marquée par des inventions de femmes. Et puis, au début de la distinction informatique entre hardware et software, donc software, c'est tout ce qui est logiciel, et hardware, c'est tout ce qui est matériel. Le software, le logiciel, c'est assez dévalorisé. Et à l'époque, c'est surtout des femmes, du coup, hein, qui font du software. Les hommes préfèrent s'occuper de ce qui est dur, hein, le hardware, le matériel. Et en fait, c'est plus récemment, donc ça a changé, hein, le software est désormais beaucoup plus valorisé, beaucoup plus important que le hardware, et donc on retrouve par ailleurs beaucoup d'hommes désormais dans le software. Et puis enfin, un dernier point qui semble important justement pour déconstruire cette idée que ce serait naturel en fait pour les hommes de se tourner vers cette technique et vers l'informatique, c'est que dans les années 60, on incite les femmes à être programmeuses parce que c'est un travail méticuleux en fait, la programmation, qui ne nécessite pas de force physique et qui, dans une certaine mesure, ressemble à la cuisine. Un programme, on dit souvent que les cuisiniers font de bons développeurs, justement, bons programmeurs. Donc voilà, pour un petit retour historique. La deuxième idée reçue sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que les femmes ne sont pas intéressées par l'informatique. Alors je reviendrai un peu plus sur ça dans la suite de la présentation, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait ce sont les hommes qui ont décidé d'aller massivement dans l'informatique à un moment, au début des années 80, et c'est en ce sens, c'est pour ça que le taux de femmes a baissé, c'est qu'il y a surtout une augmentation en fait du nombre d'hommes. Et on reviendra en fait sur ça parce qu'en général, on a tendance à construire les problèmes de proportion homme-femme comme un problème de femmes. Et donc il faudrait toujours motiver les femmes, etc. etc. Mais en fait, il faut peut-être aussi, alors là ça va paraître drôle dit comme ça, mais démotiver les hommes. Et donc on va voir, je vais revenir ensuite sur la pluralité de facteurs qui implique qu'à la fin, les personnes qui fabriquent l'informatique sont majoritairement des hommes. La troisième idée reçue, c'est que les femmes s'autocensurent, hein, ou c'est le problème des femmes, donc c'est déjà un peu ce que je disais juste avant. Le problème avec cette idée-là, hein, que c'est le problème des femmes, ou que les femmes s'autocensurent, c'est que c'est une façon quelque part de déresponsabiliser les personnes qui sont privilégiées dans la société, hein, qui sont des hommes. Et souvent, ce qui est important de rappeler, c'est que pour qu'il y ait donc en société un dominé, ou en l'occurrence une dominée, il faut qu'il y ait un dominant. Pour qu'il y ait un discriminé, il faut qu'il y ait un privilégié. Et tout ça, ça implique qu'on peut être un homme, qu'on peut ne pas être sexiste ou misogyne d'ailleurs, mais qu'on ne bénéficie pas moins d'un système qui privilégie en fait les hommes au détriment des femmes. Hein, par exemple, le plafond de verre. Ça peut ne pas être de la faute d'un homme s'il est promu au détriment d'une femme. Mais en revanche, il bénéficie quand même du fait que les femmes sont empêchées d'y aller quand il a cette promotion. De même, quand on dit que le temps de parole des femmes souvent est plus faible, hein, que le temps de parole des hommes, c'est bien parce que les hommes parlent plus que les femmes. Hein. Donc il y a une question d'équilibre
Donc on ne peut pas laisser le problème seulement reposer sur les femmes. Donc après avoir vu ces quelques idées reçues, je vais revenir sur voilà, quels sont les facteurs en fait, qui font que le numérique est très masculin aujourd'hui. Donc d'abord, juste rappeler que dans l'enfance, en fait, la socialisation, elle est très différente selon les sexes. La socialisation, c'est le processus d'intériorisation de normes et de valeurs, d'attentes liées sociales. Et donc, on retrouve en fait dès la naissance un comportement des adultes et des parents qui est globalement très différent selon le sexe de leur enfant. Notamment, il y a des études connues en psychologie dans lesquelles on montre des vidéos à des adultes et des vidéos de bébés. Et les bébés pleurent et alternativement on leur dit « Ah, c'est un garçon » et « Ah, c'est une fille ». Et quand c'est un garçon, ils disent il pleure parce qu'il est en colère, et quand c'est une fille, elle pleure parce qu'elle a peur. Alors ce sont les mêmes bébés qui pleurent. D'autres études dans le même, qui montrent aussi le genre de choses qui se passent dès l'enfance. C'est que par exemple les pères jouent avec leurs fils 50% de temps de plus qu'avec leurs filles. Alors, ça c'est des études qui datent un peu désormais, donc on peut peut-être nuancer aujourd'hui, mais voilà, qui montre en fait juste quelques exemples pour voir comment dès l'enfance en fait les hommes et les femmes sont éduqués différemment. Alors je vais revenir un petit peu plus sur l'école. À l'école, les filles elles réussissent en général mieux que les garçons. C'est un résultat qui est vrai depuis déjà pas mal de temps. Les filles réussissent mieux que les garçons. Et pourtant elles ont moins confiance en elles. On a aussi à l'école un comportement différent des encadrantes et encadrants scolaires, donc c'est-à-dire les femmes comme les hommes vont agir différemment selon le sexe de l'enfant. C'est-à-dire que sans en avoir conscience, en fait, les enseignants échangent plus avec les élèves garçons qu'avec les élèves filles. Et en particulier, donc quand on leur dit, la plupart des enseignants sont choqués parce qu'en fait, ils sont tout à fait favorables à l'égalité. Ils veulent surtout pas discriminer une partie de leur classe. Et donc ils essayent de rectifier. Et quand ils tentent de rectifier, ils disent on a l'impression de discriminer les garçons alors qu'ils arrivent en temps d'attention à peu près 50-50. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais bon, ça reste encore vrai. De plus, les garçons sont perçus en général par les enseignantes et enseignants comme des personnes bien distinctes, chacun étant différent, on les voit comme des individualités, alors que les filles, elles sont plus souvent indifférenciées. Donc très concrètement, on va dire les filles, arrêtez de parler, et Kevin, Paul et Damien, faites moins de bruit s'il vous plaît. De même, sur leur évaluation, on a les garçons bénéficient de plus de remarques sur le fond et sur la qualité intellectuelle de leur travail, alors que les filles, on va plutôt commenter la forme et la présentation de leur travail. On a aussi des études qui s'intéressent plus spécifiquement aux évaluations en mathématiques, par exemple, dans lesquelles, en fait, on voit que il y a aussi de grosses différences dans la façon de noter, selon que l'enseignant pense que la copie est celle d'une fille ou d'un garçon. Et puis enfin, les enseignants ont tendance à penser, les enseignants et enseignantes ont tendance à penser que les filles réussissent parce qu'elles travaillent et que les garçons réussissent par leur talent. Alors Isabelle Collet, que je citais en introduction, a utilisé l'autre jour une métaphore que j'ai trouvée très bien, c'est Harry Potter, en général tout le monde connaît. Harry Potter, il a un don, et il a une amie qui s'appelle Hermione Granger, et elle travaille beaucoup. Pour être une grande magicienne, elle est obligée d'être tout le temps à la bibliothèque. Et Harry Potter, lui, il a simplement une cicatrice et tout se passe bien. Il fait des grands sortilèges. En fait, ça reproduit un truc sexiste qu'on a en fait, souvent en tête. On voit les filles comme travailleuses et les garçons comme brillants. Et donc tout ça conduit quand même à donc, des considérations de soi de chacun qui sont différents en fonction de son sexe, et puis à des choix et des conseils d'orientation différents. Et je voulais aussi revenir sur ça parce qu'on garde souvent aussi en tête que les filles, parce qu'elles réussissent à l'école, elles seraient peut-être favorisées par l'école. Et donc, en fait, c'est pas vraiment ça. En fait, on peut dire que les filles ne sont pas favorisées par l'école.
Alors, durant l'enfance aussi, un point important à retenir, c'est que, et ça on le dit souvent, c'est qu'à la maison, les garçons sont équipés les premiers quand on achète un ordinateur. Et de même, ce sont eux qui sont prioritaires sur l'ordinateur familial. Donc ensuite, à l'adolescence, enfin, non, je reste encore un peu sur l'enfance, vers 10 ans, aujourd'hui en tout cas, c'est peut-être un peu moins vrai du coup pour les équipements d'ordinateur aujourd'hui. Enfin, je l'espère, mais j'ai pas des dates exprès, j'ai pas des résultats, des chiffres, pardon, hyper récents. En tout cas, vers 10 ans, les filles et les garçons utilisent Internet à peu près de la même façon, hein, en font à peu près le même usage. Et puis, et ils utilisent tous les deux Internet. Pour le coup, les deux ont accès à Internet et les deux savent l'utiliser. En fait, le moment où ils se différencient le plus ensuite dans leur usage, c'est à l'adolescence, où leurs pratiques commencent à différer. Les jeux vidéo, la fréquentation de forums et le téléchargement de films, ce sont des pratiques plus fréquentes chez les garçons. Et puis, les filles vont plutôt faire, elles, de la communication en ligne, de la recherche d'informations et du téléchargement de musique. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les échanges sur Internet des filles sont axés sur le développement de relations interpersonnelles intenses, sur des questions intimes, alors que pour les garçons, en fait, c'est plutôt quand ils se réunissent entre pairs, ils vont plutôt parler de leur passion, dont l'informatique, hein, ça peut être le sport, mais ça peut aussi être du coup l'informatique. Et ils échangent à ce sujet dans une logique de pratique et d'entraide. Et donc, on a donc à l'adolescence des pratiques qui sont différentes, mais qui ne sont pas seulement différentes, qui sont aussi hiérarchisées. Parce qu'en fait, en général, on considère que c'est mieux de jouer, d'apprendre l'informatique, plutôt que de discuter de sentiments. Et pourtant, en fait, le fait que les femmes, justement, parlent beaucoup de sentiments, on le voit tout au long de leur socialisation, hein. En fait, c'est aussi qu'ensuite, ce sont les femmes, en général, dans les foyers, qui s'occupent et pas que dans les foyers, dans la société, qui s'occupent de ce qu'on appelle le care. Donc, c'est-à-dire qu'ils font le travail de s'occuper des autres, de s'occuper des enfants, de s'occuper des personnes âgées. Donc ça se voit au niveau du travail. Les personnes qui s'occupent des autres, c'est souvent des femmes. Mais ça se voit aussi dans les familles, où ce sont elles qui s'occupent en général de beaucoup de choses, mais qui font aussi beaucoup le travail émotionnel, en fait, dans les familles, qui explicitent les émotions. En général, quand on demande aux enfants vers qui vous vous tournez quand vous êtes triste, c'est vers leur maman, et qui vont essayer de gérer les émotions de chacun. Alors que les hommes, en fait, peuvent avoir des soucis qui sont pour le coup parfois de l'ordre de la pathologie, et qui sont relevés justement par des psychologues, qui peuvent avoir des soucis, et peuvent avoir des soucis à exprimer leurs émotions. Je ne sais pas si on entend. Ah, super. Donc à l'adolescence, des pratiques très différenciées. Et puis, je dis juste un mot maintenant, parce que je pense que c'est assez connu, mais c'est le fait que les lieux collectifs de socialisation à l'adolescence, et les lieux collectifs de socialisation à l'informatique en particulier, ils sont investis massivement par des garçons, et ils sont globalement désertés par les filles. Ce qui conduit aussi, ce qui est aussi un facteur qui explique qu'ensuite on retrouve surtout des hommes en informatique. Donc ensuite, je reviens à nouveau sur l'école à l'adolescence, cette fois-ci pour les choix de filière. Globalement, les filles se sous-estiment systématiquement en mathématiques. Or, en fait, en France, les mathématiques sont construites comme une matière très liée à l'informatique. On fait d'ailleurs ensuite souvent des licences de maths info. Donc voilà, et même quand les filles elles se considèrent bonnes en maths, elles sont 60% à choisir une filière au bac, quand les filières existaient encore, une filière scientifique, alors que c'est le cas de 80% des garçons, lorsqu'ils se considèrent bons en maths. Et ça, pour le coup, c'est des chiffres très récents. Et on dit aussi que les filles ne sont pas intéressées par les sciences. Et là, c'est plutôt l'idée, c'est surtout en fait, au final, l'idée à retenir c'est que les garçons ne sont pas intéressés par les matières littéraires. En fait, les choix des filles sont assez équilibrés si on regarde l'ensemble du groupe. C'est-à-dire que les sciences est la filière la plus choisie par les filles. Elles sont 27% à choisir les sciences contre seulement 18% en lettres. Mais à l'inverse, seuls 4% des garçons vont en lettres. Donc, on ne retrouve dans les filières littéraires quasiment que des filles.
Donc c'est à nouveau l'idée dont je vous parlais en introduction, on a tendance à poser le problème sur les femmes et il faut toujours un peu observer que font les garçons en même temps, qui permet d'expliquer en fait statistiquement la proportion de femmes et d'hommes. Et donc ensuite, quand une fille fait un choix de filière masculine, ce sera plus coûteux globalement pour elle que pour un garçon qui choisirait de faire une filière féminine. Enfin, en tout cas féminisée. Les garçons dans les filières féminines s'intègrent plus facilement, leur arrivée elle est perçue tout à fait positivement par à la fois les encadrants, mais aussi le groupe des filles. Et par la suite, un homme dans un univers féminin va avoir une carrière beaucoup plus rapide que les carrières que les femmes. Notamment, il va pouvoir monter plus rapidement dans la hiérarchie, avoir plus vite une fonction plus valorisée ou un poste à responsabilité. Et au contraire, quand une femme choisit une filière masculine, en fait, de nombreux obstacles arrivent en général pour elle. D'une part parce qu'en fait, souvent les personnes qui sont dans les filières masculines, donc à savoir des hommes, perçoivent l'arrivée des filles comme un risque de démonétisation des choix d'orientation. Donc autrement dit, en fait, ils ont peur que ça dévalorise en fait la filière qu'ils font, qui est beaucoup de filles. Et puis par la suite, les filles ont des difficultés à trouver des stages, un accueil d'autres hommes qui est parfois négatif. Et puis globalement, malheureusement j'approfondirai pas ça, mais toutes les femmes racontent avoir expérimenté des remarques sexistes, parfois sous couvert d'humour, parfois même un sexisme bienveillant, mais il y a quasiment aucune femme qui ne raconte pas au moins une remarque sexiste qu'elle a pu avoir dans une filière masculine. Une minute ? Une petite ? Deux, super, merci. Et donc ensuite, dans les études d'informatique, on a eu, et je terminerai sur un message d'espoir. Donc, dans les études d'informatique, on a eu une grosse étude intéressante qui a été faite aux États-Unis par deux chercheuses et chercheurs, pour essayer de comprendre pourquoi il y a peu de femmes en informatique et essayer d'y remédier. Et donc, ce qu'ils voient dans leur étude, c'est que les pratiques de programmation avant l'université, elles sont nettement plus nombreuses chez les hommes, mais elles ne déterminent pas les chances de réussir ensuite. En revanche, le problème, c'est que les femmes voient bien que les hommes ont programmé avant. Elles sont inquiètes de ne pas avoir programmé avant et surtout de ne pas aimer autant l'informatique que les hommes, parce qu'elles n'en font pas toute la nuit, parce que globalement, elles accordent plus d'importance à leur vie sociale, parce qu'elles ont aussi des temps de loisirs qui ne sont pas consacrés à l'informatique. Et donc, elles commencent à se dire « zut, je ne suis pas assez bien, j'aime pas assez ça », et donc elles commencent à se dévaloriser. Et elles perdent confiance en fait à ce moment-là. Et à nouveau, pas parce qu'elles ont de mauvais résultats, parce qu'en général elles réussissent à l'école les filles, mais parce qu'elles se comparent et donc elles se disent je vais pas y arriver. Et ensuite elles perdent leur intérêt pour l'informatique. C'est d'abord une perte de confiance, ensuite une perte d'intérêt. Donc voilà, et donc le message d'espoir, c'est quand même que nos deux chercheurs en fait ont mis en place du coup beaucoup de dispositifs pour essayer de garder les filles dans les études d'informatique, mais aussi de les attirer. Et en fait, quand ils sont arrivés, le taux de femmes dans l'université qu'ils ont étudié était de 7%, et il est passé ensuite à 45%. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en fait pour attirer les femmes dans l'informatique et les garder en fait dedans. Je vais m'arrêter là pour laisser passer la parole à mon binôme. Ouais, merci beaucoup Mathilde. Bravo, oui. C'est toujours saisissant dans ce genre de reporting qui est basé sur une recherche, c'est qu'à chaque phrase, on analyse son quotidien professionnel, on se dit mince, ma fille, mon collègue, etc. Et c'est vrai que c'est bien de commencer une journée comme ça, comme des éléments très objectifs, et finir sur une note d'espoir, d'histoire et d'espoir. Donc je te laisse présenter Justine, et puis l'action qu'elle a menée, qui est une action sur laquelle elle va témoigner. Il est 10h11, pareil, on se base sur un quart d'heure, et puis on laisse traîner 5 minutes avant les questions dans la salle. Bon. Je vais te laisser la parole, je pense. D'accord, on y va directement. Bonjour à toutes et à tous, donc, je suis Justine Dubourg. Pour commencer cette présentation, moi aussi, c'est assez drôle, il y a des échos qui vont se faire dans nos présentations respectives. Il y a une chose sur laquelle on va partir dès le départ. Quand on parle de parité, on parle d'égalité. En tout cas, moi, je ne sais pas parler de parité sans parler d'égalité. Si on cherche un monde plus égalitaire, si on veut rendre égalitaire l'accès au numérique, par exemple, si on veut évidemment aussi enrayer les violences sexistes,
on parle de féminisme. C'est ça le féminisme, c'est vouloir l'égalité. Donc ce mot-là, il va obligatoirement arriver dans ma présentation. Donc je préférais faire un petit point en amont pour qu'on puisse tous et toutes être sur le même vocabulaire. Donc féminisme égale égalité. Ok? C'est bon? On continue. Ça, c'était ça. On peut passer à la slide après. Donc ça, c'est moi. Alors, je pensais peut-être que j'allais avoir mon masque, donc c'était pour... j'ai 32 ans, je suis Justine Dubourg, je suis entrepreneuse, consultante en stratégie d'entreprise. Je suis une femme, je suis militante à ma façon. Ce que j'appelle militante à ma façon dans le domaine du féminisme, c'est que j'agis, je mets en place des actions qui essaient de... rendre plus égalitaire le monde à mon petit niveau. Dit comme ça paraît très... Il faut savoir que j'ai des parents dans l'éducation nationale. Je n'étais pas du tout prédestinée à aller vers le monde de l'entrepreneuriat. Et à la fin de mes études, j'ai découvert l'entrepreneuriat suite à un concours de création d'entreprise. Et je suis sortie de ce concours de création d'entreprise en me disant finalement, on nous dit que c'est la politique qui change le monde. Peut-être que les entrepreneurs peuvent le faire aussi en proposant des alternatives à ce qu'on consomme habituellement. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat, c'est de changer le monde, là encore. Et c'est ce que je fais aussi avec plein de casquettes associatives. Je vais revenir en fait sur mes différentes expériences parce qu'en fait, j'ai décidé de vous présenter ce matin au travers d'expériences de terrain que j'ai pu vivre ou que j'ai pu soutenir. En fait, ma vision des quelques points les points d'attention finalement sur lesquels il faut essayer de miser pour essayer d'arriver vers un numérique paritaire. Alors, quand j'ai préparé cette intervention, j'ai commencé par me dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter. Parce que, en effet, numérique, parité. Puis en fait, rapidement, j'ai rigolé toute seule parce que je me suis souvenue de mon enfance. Moi, j'ai 2 frères. Et à la maison, moi je jouais plutôt aux Barbie et eux ils étaient plutôt à jouer aux jeux vidéo. Je dois même avouer finalement que ils m'ont même interdit de toucher aux manettes de la console parce qu'ils avaient peur que je la casse. Oui, ça fait écho à certaines choses qui ont pu être dites par Mathilde. Donc ça c'était plutôt dans mon enfance. Ensuite, à 16 ans, au moment où se pose la question du choix de l'orientation, j'ai un prof qui me dit « Toi, tu peux tout faire, sauf un bac S, option sciences de l'ingénieur. » Donc le bac S, option sciences de l'ingénieur, on faisait de la mécanique et de l'électronique, en fait, qui amènent vers des notions de langage informatique et de code, en fait. Alors, je suis rentrée chez moi, j'étais un peu embêtée. Mon père l'a vu. Et a réagi de manière assez intelligente, ça arrive. Et ce jour-là, il m'a dit, mais en fait, ça t'embête, pourquoi? Parce que tu veux le faire, mais essaie. Au pire, tu loupes, tu redoubles, tu feras autre chose, et il n'y aura pas mort d'homme, ou de femme en l'occurrence. Et en effet, du coup, spoiler alerte, j'ai décidé de le faire. J'ai réussi mon bac du premier coup, sans redoubler, voilà. Donc c'était possible en fait. Ça, on se dit que c'est une petite anecdote, mais finalement, il y a 33%, je crois, de filles en école d'ingénieur. Et si les profs ont ce genre de discours, potentiellement, ça peut expliquer en partie, pas seulement, pourquoi il y a si peu de filles dans ces cursus. On peut peut-être avancer mon slide. Voilà, encore. Voilà. Donc ensuite, après mon bac, j'ai été acceptée en école d'ingénieur. Et puis, naturellement, j'ai annoncé à mes parents que je n'irais pas. Parce que je trouvais ça trop compétitif. Ça ne m'intéressait pas, ça me faisait un peu peur. Alors mes frères, ils faisaient de la compétition sportive depuis tout le temps. Moi, je faisais du sport à l'époque. Mais j'avais refusé de faire de la compétition. Et je pensais que c'était un choix. Mais en fait, en préparant cette intervention, je me rends compte que c'est un conditionnement sociétal. Et j'y viens, je vous explique. En fait, quand on fait des études sur des... Enfin, il y a des recherches qui ont été faites sur des petites filles et des petits garçons en fait, de 3 ans. Donc à 3 ans, en fait, on a des performances sportives égales. Et on se rend compte que quand on leur demande de courir 30 mètres en échange
d'un prix. On se rend compte que les garçons vont aller plus vers la compétition et les filles vont plus se désintéresser de la compétition. On est sur 2 fois moins, en fait. Les filles sont 2 fois moins intéressées par le côté compétition. Donc ce que je pensais être un choix, finalement, n'en était pas un. Et cette étude, elle est intéressante parce qu'elle a été faite aussi dans des sociétés matriarcales. Ils se sont dit, tiens, mais peut-être que c'est le contexte qui fait ça. On va aller voir dans des sociétés matriarcales à Kashi, en Inde. Et en fait, ils se sont rendus compte que dans ces sociétés-là, les filles étaient 2 fois plus intéressées par la compétition. Donc, ce qu'on peut conclure de ce genre alors avec des pincettes, évidemment, il faudrait aller beaucoup plus loin, mais ce qu'on peut conclure, c'est que quand même, on est globalement conditionné par une société, par la société dans laquelle on vit, déjà dès 3 ans. Ensuite, à 28 ans, j'ai été responsable d'un incubateur de start-up à Chartres. Donc, c'était un gros incubateur, en tout cas pour Chartres. Il y avait une quinzaine de start-up. Ça représentait à peu près 80 personnes sur place. Moi, j'avais une équipe de 6 personnes à manager. Quand je suis arrivée, il y avait une start-upeuse sur les 15 start-up qui étaient présentes. Quand je suis partie, on était à 50-50. Très sincèrement, à cette époque, je n'avais pas du tout de recul sur la parité. Donc, je serais un peu... ce serait difficile pour moi d'analyser pourquoi on est arrivé à 50-50. Dans mes éléments de réflexion, j'ai été la seule femme responsable de cet incubateur. Donc, peut-être que ça a renvoyé un message. Et aussi, potentiellement, j'ai peut-être une manière de communiquer qui était plus inclusive. Si c'était des hommes. C'est des éléments de réflexion à discuter. Bon, dans le domaine des startups, il faut savoir qu'on est à 21% de femmes start-upeuses en France. Et qu'en plus de ça, quand on arrive... les start-upers, donc un des objectifs pour faire fonctionner leur entreprise, c'est de lever des fonds. Donc, il faut aller chercher des financeurs et des fonds d'investissement. Et ces fonds, ils sont attribués à 90% à des entreprises qui sont dirigées par des hommes. Alors que, on sait, il y a une étude qui date de 2018 qui montre que des start-up qui sont dirigées par des femmes à 5 ans, ont une performance de chiffre d'affaires de 10% supérieure. Alors, il y a plein d'explications. Une qui est mise en avant, c'est que finalement, les fonds d'investissement, les chargés d'investissement sont que des hommes. Et donc, du coup, il y a une sorte de discussion entre pairs aussi qui s'opère. Alors, même encore, quand je parle de cette expérience de start-up, d'incubateur de start-up, on me dit très souvent, ah là là, mais ils sont jeunes, ils sont dans le numérique, obligés, ils sont tous vraiment sur un pied d'égalité dans ces secteurs-là. Vous en pensez quoi, vous? Ouais. Alors, en fait, ça a été le milieu dans lequel j'ai vécu le plus de sexisme. Différence de salaire, emploi genré, c'est-à-dire que finalement, les postes de secrétariat et de communication étaient pour les femmes et les trucs techniques, développeurs, etc., c'était pour les hommes. Les blagues à répétition, les blagues sexistes à répétition, alors ça, aujourd'hui, on arrête. Mais voilà, ça a été vraiment le milieu le plus sexiste et le plus difficile pour moi dans lequel j'ai évolué. Après, sur un autre registre, il y a certains chefs d'entreprise, start-upers, qui me disaient « Mais nous, on adorerait avoir plus de femmes dans nos équipes de développeurs, mais en fait, on n'en trouve pas à la sortie des formations. » Alors, ça, il y a... déjà, ils avaient compris l'intérêt d'avoir de la mixité dans leurs équipes, c'était un bon pas. Et en effet, alors sur les formations, il y a plein de sujets. Aujourd'hui, sur le territoire à Tours, en tout cas, vous avez le CEFIM, l'école du numérique, qui existe. Et ils ont des bonnes pratiques, en fait, que je trouve assez intéressantes et peut-être desquelles on peut s'inspirer. Par exemple, ils ont mis en avant des parcours d'étudiantes qu'ils ont eus en interne au travers de vidéos. Et donc, ça rend visible des filles ou des femmes qui sont allées dans le secteur du numérique. Ils ont aussi développé des moments privilégiés où, en fait, c'est 100% féminin pour apprendre et sensibiliser sur le code. Voilà.
Donc ça, c'est sur la formation. Je pensais reparler aussi du fait que, au départ, il faut bien avoir en tête que, contrairement à l'idée reçue, l'informatique était plutôt un domaine paritaire, voire même féminin. C'est-à-dire qu'en 1978, on était à 50-50 de femmes et d'hommes qui faisaient des études d'informatique. Aujourd'hui, on est plutôt entre 10 et 15%, en fonction des années. Si on passe sur la slide d'après... c'était juste pour rappeler, mais tu l'as très bien dit Mathilde, en fait, dans les années 40, le code, c'était considéré comme une activité féminine qui ressemblait à la cuisine, au tricot. Et les vendeurs d'ordinateurs, ils disaient même un truc du genre il suffit d'une femme pour le faire fonctionner. En mode, c'est tellement simple et pas cher. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour revenir sur les petites anecdotes. Comme quoi, aujourd'hui, on a cette idée reçue que c'est très masculin, mais au final, ça ne l'a pas toujours été. Dans l'histoire, les femmes ont souvent été invisibilisées. J'y reviendrai un petit peu après. Après ça, après cette expérience de responsable d'incubateur, j'ai ma nièce qui est née, donc une fille. Et là, je me suis dit, waouh, elle va vivre dans le même monde que moi en tant que fille. Donc, elle va vivre les mêmes inégalités sexistes. Et c'est là que j'ai décidé de m'engager. Alors, comment on fait pour s'engager quand voilà, on découvre aussi un peu le sujet? Moi, j'ai décidé d'organiser le premier Startup Weekend Women à Tours. Est-ce que vous savez levez la main les gens qui connaissent les Startup Weekend? Ok, je réexplique alors. Un Startup Weekend, c'est donc un concours de création d'entreprise en un week-end où des participants arrivent le vendredi. Certains vont proposer une idée d'entreprise qu'ils vont développer. Il va y avoir un vote, des équipes qui se forment. Et ensuite, les équipes vont travailler pendant tout le week-end sur la création de cette entreprise fictive où parfois elle devient aussi réalité. Et le dimanche, il y a un jury. En fait, il faut présenter le projet devant un jury. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'entrepreneuriat. C'était ça, le concours de création d'entreprise. Et en fait, j'ai été très souvent soutien dans les organisations des éditions de Blois et Orléans. Et souvent, on me laissait la parole. Et les 2 dernières éditions où j'ai été soutien, j'ai dit allez-y les filles, vous aussi, vous pouvez présenter des projets. N'hésitez pas à le faire. Et en fait, je me suis aperçue que ça avait eu un impact. En général, sur les Startup Weekend, le vendredi soir, il y a 30 projets qui sont présentés et il y en a 3 qui sont portés par des femmes. 3 sur 30. En l'occurrence, quand je leur disais juste allez-y, je crois qu'on était à 6 ou 7. Moi, j'ai rien fait. Hein. C'est elles qui ont pris le micro, qui sont venues devant tout le monde présenter un projet. Donc, en fait, à ce moment-là, je me suis dit ok, s'il suffit de faire ça pour donner cet élan-là, ben, on va le faire à plus grande échelle. Et on va organiser un Startup Weekend Women, donc des équipes qui sont mixtes, mais une place de leader qui n'est réservée qu'aux femmes. Alors là, potentiellement, certaines d'entre vous se disent « Oui, mais c'est pas de l'égalité, parce qu'on dit aux hommes qu'ils peuvent pas le faire. » Alors je vois « Mais oui. » Alors, ok, j'entends. Je pense qu'on est obligé de passer par là tant que l'égalité, elle se fait pas d'elle-même. C'est d'ailleurs en fait la logique de la politique des quotas qui est discutable. On peut se dire en effet, c'est pas de l'égalité, mais le problème c'est qu'on est obligé de passer par là aujourd'hui pour avoir un moment privilégié où les femmes ont le droit et peuvent et se permettent de prendre cette place-là. Et donc, ma réponse a toujours été celle-là. Tant qu'on a besoin de ça, nous on le fera, et le jour où on n'aura plus besoin de faire ce moment privilégié, mais comptez sur moi, j'arrête, avec grand plaisir, je serais ravie qu'on arrive à 50-50 sans qu'on ait à le forcer, vraiment. 5 minutes ? Ouais. Je vais essayer d'être plus rapide. Alors ça a été la première chose. Il y a eu 2 autres choses. Enfin, ça a été une vraie réussite, on a eu genre un taux de satisfaction proche de 10 sur 10, enfin, bon, peu importe. Moi, de ça, j'en tire quand même quelques enseignements. Déjà, la première chose, cette politique des quotas, j'ai dû la faire jusque dans la billetterie. C'est-à-dire que j'ai dû bloquer la billetterie homme pour être sûre d'avoir une parité dans les participantes et les participants. Et oui, c'est discutable,
mais c'est la position que j'ai tenue jusqu'au bout pour essayer d'être vraiment sur un événement qui soit paritaire. La deuxième chose qui là était un peu plus embêtante parce que j'ai pas pu jouer dessus. Pendant les jurys finaux, on avait imposé que ce soit une femme qui présente le projet. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé sur 8 équipes sur 9. C'est-à-dire que au moment donc les femmes ont présenté leur projet et ensuite il y a des questions du jury. Et au moment de répondre aux questions, automatiquement, sur 8 équipes sur 9, c'est des hommes, qui ont pris le micro et qui ont répondu et qui ont gardé le micro tout du long. Alors, je ne sais pas si vous êtes sensibilisés à ça, Mathilde l'a un peu dit. On est hyper conscient qu'il y a un vrai travail sur les temps de parole, sur couper la parole, sur ces sujets-là. Il y a un vrai travail à faire. Tu l'as dit sur le côté dans l'enseignement. C'est vrai dans les médias, c'est vrai en politique, c'est vrai dans les entreprises, c'est vrai partout. C'est un vrai point d'attention à avoir, essayer de faire en sorte qu'il y ait un temps de parole égalitaire entre les femmes et les hommes. Suite à ça, on a créé l'association Touraine Women qui travaille dont je suis présidente et qui travaille sur la visibilité des femmes dans l'économie tourangelle. L'idée, c'est de se dire que si on montre les femmes qui réussissent, même en parlant des freins, il n'y a aucun souci là-dessus, mais si on les montre, potentiellement, on va de plus en plus montrer que c'est possible et que ça existe, en fait, des femmes qui réussissent. J'ai un petit exemple, le maire de Ballon-Miré, justement, avec qui j'ai eu un entretien à un moment il y a quelques temps, me disait qu'il avait été présenter son métier à des élèves de 8 ans, justement la veille de notre rencontre, et qu'il avait été très surpris parce qu'il y a une petite fille de 8 ans qui le regardait et qui lui dit « Mais mère, c'est un métier de garçon, ça, non ?» Et en fait, on peut se dire 8 ans déjà, on a ce stéréotype, mais en réalité, si je vous demande de penser au nombre de noms de mairesses, de femmes mères, combien vous en avez en tête? Moi, j'en ai pas beaucoup. Si je vous demande le même exercice avec des noms d'hommes mères, en fait, on en a beaucoup plus. Donc nous-mêmes, on est conditionnés comme ça et on a ces stéréotypes. L'idée de Touraine Women, c'est du coup vraiment de créer un cercle vertueux, rendre visible pour montrer que c'est possible, et puis on porte plein d'actions sur ces sujets. Depuis, oui, on est 30% de femmes chefs d'entreprise, il y en a 50% qui sont en situation de précarité. Donc quand on rend visible, l'idée c'est aussi de montrer qu'elles existent pour potentiellement les faire travailler, parce que 50% de femmes chefs d'entreprise en situation de précarité, ça sert ni l'égalité ni l'économie. Ensuite, j'ai créé un incubateur pour des entreprises éco-responsables. Je vais essayer d'être rapide sur ce sujet. Sur des entreprises éco-responsables. Et là, surprise, il y avait majoritairement des femmes dans mes promos d'entrepreneuses et d'entrepreneurs. En fait, il y a des études qui disent que c'est parce que les femmes ont besoin de comprendre le sens de ce qu'elles font. Et si on fait un parallèle avec le numérique... Si on fait un parallèle avec le numérique, en fait, on sait qu'on vend les formations autour du numérique en parlant de langages différents, de techniques, enfin de techno, etc. Alors que peut-être qu'il y a un axe de communication à aller chercher autour du sens et de à quoi ça va servir. Je vais passer sur cette slide. Donc, si je conclue à tout ça, j'ai essayé de prendre quelques grands points qui me semble être intéressant dans nos pratiques quand on essaie de faire du numérique paritaire. Donc, la première chose, ce serait d'instaurer un climat égalitaire. Donc, peut-être que la politique des quotas est une bonne idée, et de dire que c'est possible. Il faut surtout rappeler que c'est possible qu'on soit un petit garçon, une petite fille, un homme ou une femme, qu'en fait, il n'y a pas de différence et qu'ils sont aussi capables de faire du numérique. Ensuite, instaurer un climat de coopération à l'inverse d'un climat de compétition, puisqu'on a vu au départ que ça pose problème aux filles, et donc potentiellement dans nos pratiques, il faut essayer d'aller vers quelque chose de plus coopératif. Ensuite, je pense que c'est important et intéressant de créer des espaces privilégiés, et potentiellement ce que fait ces films avec ce temps 100% féminin pour sensibiliser au code et apprendre les bases du code. Je pense que c'est une vraie démarche intéressante, on pourra en rediscuter peut-être pendant le débat. Enfin, je pense qu'il faut vraiment travailler pour rendre visibles les femmes du numérique.
qui encore aujourd'hui ne le sont pas assez, celles qui réussissent, qui font. Je pense qu'avoir des rôles modèles dans ces domaines-là, c'est important. Ce serait vrai en politique, ce serait vrai dans l'entrepreneuriat, ce serait vraiment dans beaucoup d'autres domaines. Et enfin, je pense qu'il y a une pratique aussi qui est assez importante, c'est de sensibiliser les femmes et les hommes aux inégalités pour une compréhension commune. Par exemple, quand on commence une séance, une formation, expliquer que vous serez vigilant et vigilante au fait qu'il y ait une égalité de temps de parole ou de prise de parole de chacun des participants et participantes. Une fois que j'ai dit ça, je pense que le numérique, c'est un vrai enjeu d'émancipation des femmes dans la société. Je pense que c'est encore plus large que seulement juste faire du numérique aux femmes. Je pense qu'il y a des vrais impacts derrière, économiques, sociaux, etc. Moi, je crois que c'est possible de créer un monde égalitaire et je pense qu'on peut le faire ensemble. Merci beaucoup, Justine.